Ça donnait envie d'en acheter. Oui. Je sais pas, apparemment ça commence à se finir, ça se trouve le week-end. Le week-end, il est mort. Le week-end est bon, ça vous non, parce que j'ai un rendez-vous demain après-midi. Début d'après-midi. Je me suis dit, je peux peut-être en profiter pour aller à la Souvent quand je passe j'ai vu qu'il y avait des orages. Mais après, c'est ici. Je ne vais pas regarder. Un col et tout. Ouais. Je pense que tu vas remonter un col et tu il y a plus de ah oui, si tu montes pas trop, tu as peut-être de la chance de rester dans la végétation.
Ça me paraît cool, toi. Parce que leurs instruments, là, Peut-être faire le tri sur le premier côté. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, oui, c'est oui. Où tu veux. Peut-être couper, peut-être mettre au milieu, comme ça tu coupes homme-homme et hop. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir préféré l'intérieur climatisé plutôt que la terrasse extérieure. J'avais préparé une longue introduction pour vous raconter pourquoi on avait choisi ce sujet, les questions qu'on va aborder ce soir. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous sentez concerné par cette question des migrations climatiques, et vous avez raison de l'être, parce que quand on parle migration climatique, on parle d'une question assez simple qui est de savoir où est-ce qu'on va habiter. C'est ça la question qui est derrière la migration climatique. Il y a bien évidemment, et on commencera par ça, les migrations climatiques historiques, les migrations climatiques à travers le monde, des millions de personnes, des centaines de milliers ou des millions de personnes sont déjà concernées, mais, et on l'abordera aussi ce soir, cette question, elle nous concerne déjà
on va parler des feux notamment qu'il y a eu en Gironde en 2022. Je vous rappelle, c'est quasiment 40 000 personnes qui ont été déplacées en 2022, donc à quelques kilomètres d'ici. Les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, on en reparlera aussi. Quelles sont les conséquences de tous ces faits et tous ces catastrophes climatiques qui sont de moins en moins exceptionnelles? C'est ce qu'on abordera ce soir, la question de qui décide. Qui décide? Quelle politique on met en place? Quelle politique publique? Quelle prévention? Et ça notamment avec Guillaume Faburel, la question de la ville là-dedans, la métropole, les villes vont-elles encore être vivables? C'est une question qui peut paraître saugrenue quand on parle de catastrophes naturelles, parce qu'on se sent éloigné des inondations, on se sent éloigné des forêts, alors que, et je pense que vous le savez, hier il y a eu 35 à Bordeaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement les métropoles sont très fragilisées par le réchauffement climatique, et c'est aussi ça dont on parlera ce soir. Voilà, c'est une plus petite introduction que ce que j'avais prévu, mais quand même, ça pose les enjeux. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons la chance d'avoir avec nous Aya Boubel. Bonsoir Ayel. Merci beaucoup d'être là. Donc on va pas faire semblant, on a commencé à se tutoyer tout à l'heure en préparant, on va continuer à se tutoyer. Donc tu es doctorante. En plus je pense qu'on a... J'aime bien dire ça, je pense qu'on a à peu près le même âge, même si je suis plus âgé, je me sens encore jeune quand je dis ça. Donc tu es doctorante en sciences politiques au labo Les Afriques dans le monde et rattaché à Sciences Po, Bordeaux. C'est bien cela. Merci d'être là. Et Guillaume Faburel, parce que tu étais déjà venu, alors je sais plus si c'est 2022 ou 2023, sur justement cette question de la fin des métropoles. Et on a voulu te réinviter avec l'équipe de Cap Science ce soir, justement, pour parler migration climatique, du devenir des villes, notamment du devenir des grandes villes des métropoles, notamment Bordeaux. Donc par ailleurs, tu es maladroit, parce que tu t'es fait une énorme tache de café 2 minutes avant de monter sur scène. Et tu es maladroit, tu es géographe. Mais tu es d'abord maladroit et après géographe dans ma liste, voilà, c'est comme ça. Donc tu es géographe, tu es enseignant-chercheur à Lyon 2 et tu es auteur de nombreux essais sur la fin des métropoles, notamment le plus connu, enfin les deux plus connus si je peux citer, c'est les métropoles barbares, qui est sorti maintenant en 2018 avec le micro, c'est mieux. 2018. Et le dernier chez Flammarion. Indécence urbaine. Indécence urbaine, voilà. 2023. 2023, voilà. Merci. La première question, c'est avec toi, Aya, avant de parler effectivement de la France et de la Nouvelle-Aquitaine. Dans le monde, j'avais vu il y a quelques mois que désormais les migrations climatiques sont plus importantes que les migrations liées aux guerres. Vu l'actualité du moment, ça paraît assez fou, mais est-ce que ce chiffre est vrai? Est-ce que les catastrophes naturelles font que les gens bougent plus que les guerres? Je tiens d'abord à préciser que derrière ces désignations, donc migrants climatiques... Ton micro un peu plus près, s'il te plaît. Donc derrière ces désignations, en fait, on va avoir... déjà, on va les appeler migrants climatiques, réfugiés environnementaux, éco-réfugiés, etc. Et en fait, je tiens à souligner la réalité protéiforme de ces migrations-là, parce que derrière une catégorie, on va avoir une multitude de situations. Quand on dit une personne déplacée, c'est une personne qui ne franchit pas de frontières internationales, par exemple. Quand on parle de migrants climatiques, donc climatiques qui renvoient à des catastrophes naturelles comme les tsunamis ou les séismes, alors que quand on parle d'environnemental, c'est une dégradation beaucoup plus lente de l'environnement qu'il va par ailleurs être plus difficile de quantifier. Donc derrière ces désignations, il y a une pluralité de situations. Ces migrations peuvent être temporaires, permanentes, circulaires, elles peuvent être forcées ou volontaires. Donc ces désignations vont aussi avoir un impact sur les chiffres qu'on va présenter. Et donc ce que je tiens aussi à souligner, c'est que dès le départ, ce phénomène, en fait, il s'est structuré autour d'une controverse entre ce qu'on a appelé les alarmistes. Donc ça va être des chercheurs issus de disciplines liées à l'environnement ou à la sécurité qui voient un lien univoque entre environnement et migration. À côté, on va avoir les chercheurs dits sceptiques qui, eux, vont plutôt souligner la diversité des facteurs migratoires et dire que derrière les migrations, il va y avoir des facteurs environnementaux, sociaux, économiques aussi. Et donc, ça crée une tentation pour les chercheurs alarmistes de vouloir élargir la définition pour y englober autant de migrants que possible.
donc pour alerter sur ce phénomène-là. Donc là où il y a le plus de déplacements dus aux catastrophes naturelles, ça va être la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Pourquoi ? Parce que cette région, elle va, en fait, dans cette région, on va retrouver la majeure partie de la population mondiale qui va habiter dans des zones très vulnérables à tout ce qui est inondation, séisme ou tempête. Et donc, il faut aussi savoir que les pays les plus, ceux qui contribuent, touchés. ceux qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre mondial vont être les plus vulnérables au changement climatique. Donc il y a par exemple l'exemple du Bangladesh. Donc on estime que 10 millions de personnes sont susceptibles d'être déplacées au Bangladesh de façon permanente à moyen terme. Et donc il y a ce qu'on a vu émerger ces dernières années, c'est à côté de Dhaka, la capitale, des bidonvilles de personnes déplacées internes. On va aussi avoir des régions comme l'Afrique subsaharienne. Donc l'Afrique, on le sait, est un des continents qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais pourtant 17 des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique se trouvent en Afrique, avec des régions qui vont multiplier les vulnérabilités. Je pense par exemple à la région du Sahel, où on va avoir des conflits armés, des tensions agraires, des sécheresses, etc. On va aussi des conflits armés, pardon, qui oui. sont du coup directement liés aussi au réchauffement climatique, qui provoquent des catastrophes naturelles. Effectivement, en fait, on va avoir des régions comme le Tchad où il y a un think tank allemand, il me semble, qui avait pu observer un lien entre dégradation de l'environnement et développement du djihadisme. Pourquoi ? Parce que en fait, le lac Tchad, il a vu son lac diminuer de 90% des années 60 à maintenant. Et donc, les populations qui sont déjà vulnérables au changement climatique, dont les modes de vie dépendent des aléas du climat, vont se voir recrutés par des groupes armés comme Boko Haram, qui va prospérer dans ces régions-là et recruter ces personnes. Et juste, dernière région qui aussi est très vulnérable au réchauffement climatique, ça va être le Pacifique, avec des petites îles insulaires comme Tuvalu, Kiribati ou les îles Marshall, où par exemple on va voir que le président des Kiribati en 2014 a acheté des terres aux Fidji pour y relocaliser sa population. Ok, c'est d'accord. Carrément acheter des terres à un pays voisin pour. Ok. Et ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. D'accord. Il y a une transaction pour des terres. D'accord. J'allais dire en plus que les îles Pacifiques sont peut-être les plus médiatisées. On a ces images d'eau qui, effectivement, de submersion marine assez incessante, mais effectivement, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de rachat de terres. D'accord. Donc on a vu effectivement, donc il y a l'Asie du Sud-Est par un effet de nombre, effectivement parce que la majorité de la population habite là-bas, mais aussi parce que c'est la plus vulnérable. L'Afrique, je crois que l'Afrique c'est 9% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est l'une des régions les plus vulnérables face au réchauffement et donc aux migrations. Et juste avant de passer à la question suivante, cette petite nuance sur migration climatique et migration environnementale, parce que nous on a choisi de titrer migration climatique parce qu'on est bête et méchant. Mais ça veut dire que c'est pas la même chose, migration climatique et migration environnementale ? Effectivement, quand on parle de migration climatique, ça va plus faire écho à des catastrophes naturelles plus soudaines, donc comme les exemples que j'ai donnés des séismes, ouragans, etc. Et donc il y a aussi, on va aussi mettre l'accent sur l'impact de l'homme sur ce réchauffement climatique. Concrètement, on va dire que les pays producteurs qui produisent le plus d'émissions de gaz à effet de serre sont ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique. Et donc, il y a cet aspect-là qui est très important de l'impact anthropique. Alors que quand on dit environnemental, ça va être des dégradations beaucoup plus lentes de l'environnement, comme la dégradation des sols ou la montée du niveau des mers. Donc c'est une nuance à apporter.
ce qui se passe par exemple j'insiste un peu parce que du coup c'est important d'avoir les bonnes définitions. Ensuite pour briller en société aussi c'est intéressant. Tu connais la différence entre les migrants climatiques et les migrants environnementaux. Sympa dans les dîners, super réjouissant. Sur l'arc atlantique par exemple, donc qui subit la montée de l'océan Atlantique, on parlerait de migrants environnementaux parce que c'est au long cours. C'est pas une catastrophe comme des feux ou des inondations. C'est bien ça? C'est juste que en fait, c'est des théorisations qui sont encore en débat. Il n'y a pas forcément de statut clair. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que toutes les études qui se font sur le sujet vont alternativement utiliser toutes ces dénominations. Il y a aussi des cas de débat parlementaire que j'étudie et qui demandent à ce que soit créé un statut juridique pour ces personnes-là en utilisant alternativement toutes ces désignations. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de consensus sur le sujet. C'est une discipline qui est jeune, quelle tu fais partie, ou ça fait longtemps qu'on parle de ces migrations climatiques? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces migrations climatiques ou environnementales ne datent pas d'hier. De tout temps, nos ancêtres ont cherché à fuir leur environnement pour des zones plus favorables, plus accueillantes, avec notamment des deltas ou des littoraux. On peut même évoquer ce qu'on a appelé la deuxième sortie d'Afrique, où les populations cherchaient certainement à fuir des sécheresses qui se sont déroulées dans l'est du continent. On retrouve aussi ce lien dans les mythes fondateurs des civilisations et dans les récits bibliques. Je pense notamment au mythe du déluge et au récit de l'Arche de Noé. Dans une plus petite mesure, on retrouve ce lien dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui cherchaient à trouver un abri, de l'eau, du gibier, etc. On retrouve aussi ce lien dans les migrations des Huns ou des Mongols à destination de l'Europe, ou encore dans des écrits qui font écho au tremblement de terre de Lisbonne de 1755, donc dans les écrits de Voltaire et de Rousseau. Donc ce que je veux dire là, c'est que ces migrations ne sont pas du tout nouvelles, mais ce qui va se passer, c'est que dans les années 70, on va avoir plusieurs catastrophes, notamment les sécheresses dans le Sahel, la famine en Éthiopie, ou encore l'accident nucléaire à Tchernobyl, qui vont contribuer à faire émerger ce sujet-là et justement à susciter l'intérêt de l'opinion publique, mais aussi des gouvernements. Et on va voir apparaître les premières ONG de lutte pour la protection de l'environnement à partir de ces années-là, comme Greenpeace ou les Amis de la Terre. Et donc, dans les années 90, ça va être là que les chercheurs vont plus faire un lien systématique entre environnement et mobilité. Et donc, il faudra véritablement attendre les années 2000 avec les catastrophes qui ont été beaucoup médiatisées, de Katrina qui a dévasté la Louisiane et le Mississippi, ou encore l'ouragan, oui, ou encore le séisme ou le tsunami qui dans l'océan Indien, ou le tremblement de terre dans le Cachemire. Donc, toutes ces catastrophes-là, elles ont contribué à faire émerger le sujet, notamment dans les médias. Et beaucoup de chercheurs s'accordent à dire que la couverture médiatique a été très sensationnaliste, très ponctuelle et très irrégulière. Et donc en France, notamment, je ne sais pas si je parle de la France maintenant. Tu sais pas si, pardon ? Je parle de la France maintenant. Vas-y, je t'en prie. Et en fait, en France, on a eu dernièrement, en 2022, les feux de forêt spectaculaires en Gironde. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite sur le sujet, qui s'est intéressée à ce cas-là, qui s'appelle « Habiter les cendres », et qui a démontré... Habiter les cendres. Oui, habiter les cendres. Les cendres, oui. Et qui a montré que ces déplacements étaient pour la majorité temporaires, c'est-à-dire que les personnes quittaient cette région et qui revenaient après coup, et qu'une petite poignée seulement ne revenait pas à cause de la destruction complète de leur logement. Mais bien avant, souvenez-vous, il y avait l'exemple de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, donc qui était à 200 mètres au-dessus des mers dans les années 60 et qui s'est retrouvé au bord du vide
en 2010. Et donc ça a provoqué l'expropriation forcée des personnes qui y habitaient sans forcément avoir une solution claire. Dans le même ordre d'idées, on a l'exemple de Miquelon, qui est un petit village dans un archipel français au large du Canada. Et donc là, dans ce village, 600 personnes ont dû être déplacées à 1,5 km de leur village d'origine. Donc oui, pour répondre à la question, c'est pas un phénomène nouveau, ça ne date pas d'hier, et en France, on est déjà touché par ce phénomène-là. Pour juste donner quelques chiffres. Et après, l'autre intervenant qui trépigne un peu là. Parce que c'est beaucoup plus parlant. En 2022, en France, il y avait 45 000 personnes déplacées du fait du climat, notamment à cause des feux de forêt en Gironde. Donc normalement, il n'y a pas autant de chiffres, mais cette année-là, ça a été beaucoup plus important. Les causes des déplacements en France sont majoritairement liées aux incendies et aux inondations. Et au total, on estime que c'est 62% de la population française qui est exposée de manière forte ou très forte au risque climatique. Et ça varie en fonction des régions. Et en Nouvelle-Aquitaine, ça monte à 69%. Donc près de 70% des gens dans la région qui sont concernés fortement par les migrations. Guillaume, on vient de le voir, les cas existent déjà, mais ces cas-là vont se multiplier avec les dérèglements climatiques en cours. On a parlé des inondations. Le nord de la France a été touché à l'hiver 2023 par trois différentes inondations au cours de l'hiver. Les Pyrénées-Orientales, effectivement, c'est un peu plus médiatisé maintenant. Ils ont été en situation de sécheresse pendant plus de 2 ans. Là, ça s'est arrêté depuis les pluies qu'il y avait eu en hiver de l'année dernière. Le nord de la France là, a eu un cas de sécheresse en plein printemps depuis. Ça va un petit peu mieux là, depuis ces derniers jours. Où se trouvent les risques majeurs selon toi? C'est ce que vient d'évoquer Aya ou tu en vois d'autres? Après, les chiffres qui ont été évoqués sont des chiffres généraux, moyens, sur la somme des risques auxquels nous serions tous individuellement confrontés. Tout l'enjeu est de mettre en géographie et précisément de se dire où éventuellement la probabilité d'occurrence ou la catastrophe annoncée pourrait se réaliser. Et là, soyons clairs, on n'est pas dans un niveau de prédictibilité de l'aléa convertible en risque et donc par la vulnérabilité pour savoir exactement au centimètre carré là où ça va se réaliser. On a des grandes tendances. Voilà. On sait que les incendies ont été multipliés par 3 sur le bassin, le pourtour méditerranéen. On sait que le problème des inondations concerne de beaucoup le Nord-Pas-de-Calais pour une question d'usage intensif des sols, soyons clairs, et de l'octroi de permis de construire, qui sont un peu délirants par moment, voilà, mais c'est un effet d'insouciance caractérisé. Il ne s'agirait pas tout de suite d'aller attaquer l'élu au tribunal. On sait aussi que la submersion, c'est la submersion marine, donc des inondations sur la côte atlantique, et Bordeaux est concerné. On estime à 2100 qu'il y aura 1 million de personnes qui, en France, vont devoir changer d'habitation du fait de l'élévation du niveau des mers et donc de l'entrée dans les terres. Voilà. Et pour ce qui est de la sécheresse, globalement, tout le monde est peu ou prou concerné, à 2 ou 3 exceptions près, notamment dans le centre-Bretagne et encore. Voilà. Donc en fait, il y a un effet de généralité et d'inconnaissance ou de méconnaissance momentanée, parce que les relevés ne sont pas toujours, d'ailleurs les moyens qui sont alloués à l'évaluation et au suivi, c'est pas toujours ça non plus. Bon. Alors moi, à partir de là, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les grandes zones qui seraient affectées par des incendies, des inondations, des sécheresses, que voir où les gens habitent et qui sont les premiers concernés. Et c'est là où j'arrive tranquillement avec mes histoires de densité urbaine, voilà, de monde urbain dans lequel nous sommes collectivement embarqués. Et là, soyons clairs, c'est pour reprendre la différence qui a été faite entre migrants climatiques et migrants environnementaux. Il y a des catastrophes liées au bouleversement climatique, sécheresse, inondation, j'en ai déjà parlé. Et puis il y a à bas bruit des mutations environnementales qui sont en train d'affecter tous nos habités, et particulièrement ceux qui sont particulièrement peuplés. Et là, il y a un système de risque et de vulnérabilité dans le cadre des villes métropolisées qui est assez, troublant, pour pas dire alertant, en dehors du débat public. Voilà. Donc, on a des phénomènes d'enfoncement sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques. Ça j'aimerais bien que tu restes là-dessus. On a... Oui, est-ce que tu peux mettre la première carte, s'il te plaît? On a décidé d'être moderne un peu à Cap Science. User un peu d'énergie.
Ça, c'est la carte que tu as voulu nous partager sur l'enfoncement des villes aux États-Unis. Oui. Tu peux juste t'arrêter un petit peu là-dessus parce que ça, pour le coup, quand tu dis bas bruit, ça, pour le coup, c'est en bas bruit. Qu'est-ce que c'est l'enfoncement? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène. Les sciences ont cette caractéristique d'euphémiser en utilisant des termes conceptuels. Hein. On appelle ça subsidence. On va appeler ça enfoncement, si ça ne vous dérange pas 2 secondes. Donc, sous l'effet du poids du béton et du pompage des nappes phréatiques, vous avez aujourd'hui, phénomène remarqué depuis une 50aine d'années, à Mexico notamment pour des raisons topographiques, à Jakarta, à Nairobi, à Téhéran. Mais dorénavant, vous avez un nombre assez conséquent de grandes métropoles monde qui sont concernés par ce phénomène d'enfoncement. Et ça, c'est la dernière étude en date qui est sortie il y a un peu moins d'un mois et qui compare une trentaine de grandes agglomérations américaines pour attester tout simplement que toutes, alors ce sont des millimètres annuels, hein, d'accord? C'est en haut à droite, pour ceux qui seraient les plus éloignés, n'allons pas tout de suite commencer à avoir peur et être effrayés. Mais néanmoins, c'est quelque chose d'exponentiel. Et puis pour information, puisque vous êtes des locaux de l'État, parce que je ne suis pas, hein, mais Bordeaux est entré dans la liste. Alors non pas de l'étude, parce que c'est les États-Unis concernés, mais New York est rentré dans la liste, Bordeaux est entré dans la liste. On a là quelque chose qui, globalement, il y a 19% de la population mondiale qui vit dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage phréatique. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on a une architectonique qui n'est pas du tout adaptée. Et ce n'est pas une question de tremblement de terre annoncé. Hein. C'est véritablement une dégradation qui a déjà commencé. Avec des immeubles qui, à certains endroits, pour ces causes-là, ont commencé à être détruits de telle manière à pouvoir, de manière salubre, protéger les habitants. Il y a ça, il y a les îlots de chaleur. Oui. Ça, c'est un peu plus connu maintenant, Ouais, avec encore. avec les différences de température. Tout à fait. On a les canicules urbaines. Paris est annoncé à 50 degrés, Bordeaux à 51. J'en suis désolé, c'est 2050, hein, c'est dans 30 ans. Je ne sais pas si vous suivez, mais Moins, ça risque. moins. Comment? Ouais, vas-y, continue. Ouais, non. Même moins que ça, malheureusement, mais oui. Oui, c'est bon. Voilà. On a, je sais pas, sincèrement, hein, c'est pas une officine révolutionnaire. Hein. Le FMI nous annonce qu'en 2100, vous aurez 79% de la population mondiale qui aura des canicules mortelles de 15 jours à 2 mois par an. Voilà. Et dedans, vous avez Paris, vous avez Toulouse, vous avez Marseille, etc. Donc on a des phénomènes effectivement d'îlots chaleur urbains qui ont déjà commencé et qui vont augmenter de manière exponentielle. C'est pas un demi-degré de temps en temps. D'ailleurs, à l'échelle internationale, tout dixième de degré supplémentaire fait rendre inhabitable l'habité de 140 millions de personnes. Voilà ce que ça donne. Donc quand on dit 1,5 ou 2 degrés, la différence est énorme. Allez, oui. Déjà parce que continentalement, il faut le doubler, voilà, en température moyenne, et puis parce qu'il y a des variations qui sont d'ordre local. Mais l'artificialisation, le niveau de bitume et de béton qui a été construit, fait qu'on a des phénomènes, d'emmagasinement. Il y a des chaleurs qui, urbaines, sont proprement étouffantes et invivables. Voilà. Et ce que les enquêtes relayent, hein, dorénavant, assez abondamment. Donc oui, on a des phénomènes de risque tout à fait caractérisés. Un dernier, mais c'est juste pour se balader et peut-être briller en société, parce que visiblement c'est le but du jeu avec une bière à la main. Les 100 premières villes de France... Pour être un peu cynique, hein, Comment? C'est pour faire un peu de cynisme. C'est C'est une arme contre le réchauffement climatique, c'est le cynisme. que ça. Voilà. La pudeur Non, du désespoir. heureusement qu'il ne reste pas que ça, mais vas-y. Non, les 100 premières villes de France ont 3 jours d'autonomie alimentaire. Donc voilà. Et la descente énergétique et la compression matérielle ont commencé. Ça veut donc dire qu'on va devoir faire mieux avec moins. Il n'y aura plus l'énergie fossile qui fait venir des camions et des avions d'à peu près partout. Ça veut donc dire que, grosso modo, nos grands agglomérats urbains de centaines de milliers ou de millions d'habitants n'ont pas l'autonomie de pouvoir se nourrir à horizon de 50 à 60 ans. Voilà. Donc, soit vous avez les moyens de débitumer pour cultiver de telle manière à manger, soit alors ça va redistribuer géographiquement l'ensemble du peuplement. C'est ce que tu nous décris là, c'est public, ça fait des années. Métropole barbare, tu l'as écrit en 2010, c'est 18, voilà, donc ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans l'année prochaine que c'est sorti. T'es pas le seul à travailler là-dessus. Est-ce qu'on observe aujourd'hui un exode urbain? Est-ce que je déteste ce terme de prise de conscience et j'aimerais bien un jour qu'on fasse une rencontre sur la prise de conscience parce que c'est un terme qui est principalement faux, mais est-ce qu'il y a des personnes qui quittent les villes aujourd'hui et qui sont déjà en réaction, qui sont des migrants climatiques, du coup, pas subis, mais... Oui, il y en a. Alors après, c'est compliqué. Hein. Au-delà de ce néo-rural qu'on voyait dans les magazines, la post-Covid... oui, le problème, c'est que le néo-rural, il fait partie des migrants dont nous parlons. Donc, on ne va pas non plus pouvoir le mettre de côté trop longtemps. Bon. Non, c'est compliqué parce que, comment dire... c'est quelque chose qui existe à bas bruit depuis une quarantaine d'années dans nombre de pays.
C'est-à-dire, vous avez tous entendu parler, d'ailleurs peut-être avez-vous vous-même été intéressé par l'idée de partir au vert, d'accord, d'avoir son petit coin de nature, son petit précaré à cultiver. Bon, sauf que cette chose-là n'a cessé de s'amplifier. C'est pas des millions et des millions pour les Français, hein. Mais maintenant, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont franchi le pas, et le Covid, la période de confinement, a indéniablement été un facteur accélérateur. Sauf que nos vies sont attachées à la ville. Et que c'est compliqué à un moment donné, même s'il y a un confinement inopiné, qu'on est tous en état de sidération généralisée, c'est compliqué que de partir et de se construire sa petite activité à 70 km de là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est tous dépendants pour la formation, pour l'emploi, pour l'économie, pour toutes ces choses-là. Ce qui veut donc dire que beaucoup qui sont partis sont revenus, en fait, voilà, depuis 2021. Il n'en demeure pas moins que, sur les 50 premières villes des Nord, donc là, j'élargis, je ne reste pas simplement à la France, vous en avez 42 qui perdent de la population, voilà, par dizaines de milliers. En France, Paris perd de la population depuis plusieurs décennies. Ça fait maintenant 50 ans qu'à bas bruit, on a plusieurs vagues de néo-ruralité. De 3 à 5 000 lieux se sont ouverts dans les périphéries sur les 15 ou 20 dernières années. On a des taux de croissance qui, dorénavant, dans les ruralités, sont supérieurs. Je parle bien des taux de croissance, je ne parle pas de quantité de population. La majorité est encore... pieds et poings liés, ça c'est mon sentiment, donc je vais le garder pour moi, en tout cas, sont dans les villes, vivent dans les grandes villes. Bon. Mais on a quelque chose qui est indéniable. Aux États-Unis, on parle de grande migration 2020 pour, alors, bien évidemment, partir d'une grande ville pour aller dans une ville moyenne. Aux États-Unis, une ville moyenne, c'est pas la taille de nos villes moyennes. En France, c'est 50 000, chez eux, c'est 500 000. Vous voyez ce que je veux dire? On joue pas dans la même catégorie. Néanmoins, en changeant d'échelle, il y a bien une appétence. Même en Inde, ça a été constaté. Il y a un mouvement à bas bruit qui ne concerne pas que la France et qui est, de toute façon, toutes les enquêtes sont claires, près de 90% des Français souhaiteraient vivre dans les campagnes, toutes classes sociales confondues. Donc il y a une désirabilité, c'est indéniable, mais il y a beaucoup de freins à la réalisation des projets. Le premier des freins, c'est la question de l'activité économique et de l'emploi. Donc on a des ménages qui sont généralement, alors bien dotés en tout cas, qui sont, constitués de 2 actifs. Il y en a un qui peut cesser son activité pendant que l'autre a le loisir de pouvoir la poursuivre. Et ça ouvre un petit chemin d'éloignement, de débranchement ou de déménagement. Mais ça n'est pas, mis en débat, parce que, je terminerai là-dessus, en tout cas pour l'instant, c'est que, particulièrement en France, alors, c'est là où... Ton micro, Guillaume. Oui, mais c'est parce que en fait, je réfléchis, donc je baisse le micro en même temps. C'est très métropolitain, ce comportement. Oui, c'est ça, jouer avec le micro et puis faire des claquettes. Ouais, je vais arrêter 2 secondes. Non, sérieusement, le fait urbain est un fait de civilisation. Voilà. Ça remonte à des millénaires. Aujourd'hui, c'est l'économie, mais de toute façon, on a des valeurs rentrées qui sont celles de l'émancipation, de la réalisation, de l'arrachement d'une condition, en venant vivre en ville. C'est pas d'un claquement de doigts qu'on va arriver à faire machine arrière. Voilà. Et c'est là où la différence est peut-être fondamentale avec il y a 50 ou 100 ans, c'est que les coordonnées écologiques et matérielles ont commencé à muter. Et que là, ça va vraisemblablement accélérer. Donc à la question, y a-t-il débat autour de ça? Non. Par contre, je sais que les institutions sont bien au fait du risque collectif que nous sommes en train de vivre, mais que c'est tellement tellurique et que ça engage un pas de temps qui n'est pas celui des échéances électorales ou des renouvellements ministériels avec quelques élections précipitées intermédiaires, que du coup, on regarde sous le lampadaire, en fait, sous la lumière du lampadaire. Restons là-dessus. Aya, l'un de tes terrains, c'est les débats parlementaires sur les migrations climatiques. Question simple, est-ce qu'il y en a déjà? Alors, concernant les débats parlementaires, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que les personnes qui franchissent une frontière internationale ne sont protégées par aucun statut juridique. Ils ne peuvent pas avoir le statut de réfugié pour 2 raisons simples, qui est que la Convention de Genève a été fixée de manière très stricte, ses conditions ont été fixées de manière très stricte. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir le statut de réfugié, premièrement, avoir franchi une frontière internationale et, deuxièmement, avoir été persécuté dans son pays du fait de sa religion, de son appartenance à un groupe en particulier, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Et donc, ici, en l'occurrence, on n'a pas la persécution environnementale ou écologique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, c'est pas du cynisme de ta part, là. Ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. Et donc, à part ce problème d'éligibilité, il y a le fait de l'idée fondatrice de la Convention de Genève,
qui était de fournir une assistance aux personnes qui ont été persécutées dans leur pays ou par leur pays. Sauf que là, on estime que ces personnes doivent pouvoir avoir une assistance de leur pays. Le souci qui se pose, c'est que ces personnes sont souvent incapables de compter sur l'aide de leur propre pays, vu qu'elle est souvent très sporadique. Donc, les études elles montrent que les impacts du changement climatique, elles touchent en premier lieu les pays en développement. Sauf qu'il y a des exemples, par exemple l'ouragan Katrina, qui a montré que même dans les pays développés, donc les États-Unis, l'assistance des États aux populations faisait cruellement défaut. On se souvient du comportement dingue du président de l'époque qui minimisait totalement les... Mais ça veut dire que, effectivement, l'exemple... on en discutait quand on parlait de c'est quoi être radical. C'était la conférence qu'on avait organisée le mois dernier. L'exemple américain, il est facile. Mais en France, est-ce qu'on a... effectivement, on peut dire que Trump ou Bush à l'époque sont des irrationnels, bêtes et méchants. Mais est-ce qu'en France, on est au niveau sur ce que vous venez de nous décrire là tous les deux en préambule de cette rencontre? Est-ce qu'il y a des débats, des députés qui s'emparent de cette question-là? Justement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est à partir des années 90 qu'on va avoir beaucoup d'études qui vont être menées sur le sujet-là, donc du fait de députés, d'ONG, de chercheurs, etc. On va voir émerger la question dans des assemblées parlementaires. Donc en France, on va avoir dès 2010 des questions orales, des questions écrites, on va avoir des propositions de loi sur le sujet. Dernièrement, en janvier 2024, c'est le groupe de la France Insoumise qui avait proposé de créer un statut de détresse environnementale en élargissant la protection subsidiaire. Alors c'est quoi la protection subsidiaire? Elle va s'appliquer aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'octroi de la Convention de Genève, mais qui prouvent qu'il y a un danger dans leur pays, notamment la torture ou la peine de mort. Et donc, eux, ils ont proposé d'élargir cette protection subsidiaire-là en créant ce statut de détresse environnementale. Après la dissolution, Donc du juin 2024. C'est ça. Après la dissolution, on va voir dans le programme du nouveau Front populaire le souhait de créer un statut de déplacé climatique. Et donc, j'avais coécrit un article avec Laura Calabrese, qui est chercheur à l'ULB, et donc l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, pardon. Et donc, c'était une analyse textométrique sur des débats parlementaires français et belges. Et un des résultats, ça a été que les groupes parlementaires qui s'appropriaient le plus la question étaient les groupes socialistes et écologistes. Et les commissions par lesquelles transitaient les propositions étaient majoritairement des commissions liées aux affaires étrangères, suivies de l'environnement et enfin de l'intérieur, ce qui montre bien comment on va traiter la question dans ces assemblées-là. Oui, ce que tu veux dire en creux, pardon, je me permets, c'est de dire qu'on voit ça comme un danger direct. Oui. Si le ministre de l'Intérieur, peu importe qui il est, si le ministère de l'Intérieur s'occupe de ces questions, c'est pas pour venir en aide à ces possibles réfugiés. Là, en l'occurrence, c'était pas le ministère, c'était les commissions parlementaires. Avant les séances plénières, en fait, les propositions de loi vont transiter par des commissions. Et donc, effectivement, la troisième commission par laquelle transitaient ces propositions liées aux migrants climatiques, c'était donc la commission de l'Intérieur. Et donc, effectivement, de montrer qu'il y a des enjeux pour ces députés-là, donc des enjeux de sécurité avant tout. Interne. Oui, C'est oui. ça. Donc, au niveau régional, il y a aussi plusieurs assemblées qui se sont appropriées la question. À leur tête, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a été très prolifique sur la question, qui a commencé dès les années 90 à traiter de la question d'abord de manière indirecte, c'est-à-dire que dans une proposition de loi, par exemple, sur les conflits armés et l'environnement, on allait évoquer ces migrations-là, puis de manière directe, donc je pense notamment en 2019 à une résolution pour créer un statut juridique aux réfugiés climatiques. Le souci, c'est que ces résolutions et recommandations sont non contraignantes,
ça veut dire qu'elles ne s'appliquent pas aux États, mais qu'elles constituent plutôt une diplomatie douce. Ça veut dire qu'elles vont permettre de suggérer une ligne de conduite et de poser les bases pour de futures négociations et accords. Elles servent aussi à éclairer les juridictions. Donc, quand une disposition n'est pas claire, le juge il va avoir recours à un faisceau d'indices, notamment en se référant à ces débats parlementaires. Donc, ça ne sert pas à rien. Il y a quand même une utilité. Au niveau du Parlement européen, on a eu une conférence sur les migrants climatiques à la fin des années 2000 qui a abouti à une déclaration sur les migrants climatiques. Et il y a eu aussi quelques propositions soumises par des députés écologistes, mais qui n'ont donc jamais abouti. Donc, si je résume, il y a des propositions, il y a des choses qui avancent, mais on est à des années-lumière d'une réponse politique forte par rapport aux enjeux que vous avez évoqués. Effectivement, et ce qu'on peut voir, c'est que par exemple au niveau africain, on a eu l'adoption de la Convention de Kampala en 2009. Donc la Convention de Kampala qui est le premier instrument régional contraignant dans ce domaine-là. On va aussi avoir plusieurs cadres de protection, mais au niveau africain aussi, il y a d'autres difficultés qui sont plus des difficultés de mise en œuvre dues à des problèmes structurels. Toi, Guillaume, tu as des contacts avec des élus ? Non. Si, j'en ai quelques-uns. Quand même. Non, mais c'est... comment dire on a réinstauré un commissariat au plan. Accessoirement, c'est François B. qui l'a dirigé pendant 4 ans. Je vous dis franchement, on se demande ce qu'il a fait. Pas de politique politicienne, c'est monsieur pas de la Faburel. politique politicienne. Un commissaire au plan est censé anticiper les grands risques sociétaux à horizon de 30 à 40 ans. La question écologique, visiblement, n'a pas été sa priorité. Donc, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est un constat froid de ce que les textes de loi n'ont pas abouti ou même été proposés. Moi, je pense qu'on a un petit problème avec les élus qui sont inféodés à quelques intérêts du capital. Mais ça, c'est mon sentiment personnel. Du coup, est-ce que je suis en contact avec des élus ? Oui, avec quelques métropoles. Généralement, ça tourne court, hein, je vous le dis franchement. Parce que vu le discours que j'ai, il faudrait un peu arrêter d'attirer les gens, débétonner. Globalement, même les métropoles écolos, accessoirement Bordeaux, à un moment donné, essaye de tirer profit de son propre mandat pour essayer de faire évoluer les choses. Donc il y a quelque chose chez les élus métropolitains qui vise à dire on pourrait changer les choses de l'intérieur. Moi, je pars du principe que toutes les coordonnées écologiques sont dorénavant alignées. Les métropoles ont depuis longtemps franchi la limite. Le risque est dorénavant trop avéré. Il conviendrait qu'on ait, comme on le disait dans les années 70, un plan de déménagement du territoire. Alors maintenant, y a-t-il des élus ? J'ai cité pour les métropoles. C'est généralement loose-dé, ça ne doit pas se savoir et ça tourne court. En tout cas, avec moi. Mais c'est peut-être parce que j'ai un tempérament... La chose, c'est plutôt les maires ruraux. Là, les maires ruraux commencent à arriver. Voilà. Parce qu'effectivement, ils n'ont plus les moyens, l'ont-ils jamais eu ? Parce qu'ils voient arriver les vagues de néo-ruralité dont j'ai parlé, qui se chiffrent à 100 000 personnes annuellement. Alors, 100 000 qui ne vont pas toutes au même endroit, hein, mais 3-4 familles qui arrivent ou un collectif qui se monte, à un moment donné, ça peut créer tension localement. Voilà. Et soyons clairs, c'est un des éléments que je n'ai pas rappelé tout à l'heure sur les risques et les phénomènes migratoires annoncés, mais on a des écosystèmes qui vont remonter de 500 km en France. Tu peux, Laurie, s'il te plaît, Il y a une autre carte. La voilà. carte, voilà. Ça, c'est très schématique, mais ça vous donne une idée sur les cultures. Entre 2050 et 2100, là c'est à horizon 2050, mais c'est pas spécifique à... Alors la variation géographique peut différer selon les pays. En France, les écosystèmes vont globalement remonter de 500 km. Donc les pratiques culturelles vont muter et les sociétés locales qui, historiquement, ont été constituées autour de ces pratiques de la terre, vont elles-mêmes évoluer. Donc les chaînes d'alimentation, les chaînes d'approvisionnement, toutes ces choses-là vont et sont entrées en turbulence, et on va entrer même plus largement maintenant en perturbation. Bon. Et ben, les maires ruraux qui sont habitués et qui n'ont pas énormément de moyens, oui, du coup, sont plutôt aujourd'hui non pas des alliés, mais l'Association des maires ruraux de France, par exemple, est clairement sur aussi ce type de projection-là. J'attire une dernière attention néanmoins, ce qui fait quand même aujourd'hui beaucoup débat, pour le coup, je dois rendre au débat ce qui lui appartient, c'est la question de comment les néos vivent avec les anciens. Comment les nouveaux arrivants peuvent cohabiter avec des cultures qui, historiques, ont intériorisé l'infériorisation urbaine
qui leur a été imposé. Et là, alors c'est pas général, soyons clairs, dans 90% des cas, ça se passe très bien. Sauf que vous avez des médias qui relayent le coq Maurice ou l'odeur de vache qui déplaît à quelques personnes nouvellement installées. Sortons des caricatures et voyons qu'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la cohabitation culturelle et qui là fait débat au sein des élus ruraux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et ces tensions-là peuvent perturber des équilibres et des dynamiques locales. Donc c'est plutôt avec ces gens-là qu'on est amené, que je suis particulièrement amené à dialoguer. Et les métropoles, Rassure-moi, c'est pas toi l'arbitre dans ces cas-là. sur Les conflits il potentiels. serait mal barré si Oui, c'était justement, moi, parce que si c'est toi l'arbitre, Même question à tous les deux, vous vous sentez pas trop seul? C'est la question de Mireille Dumas pour les plus de 30 ans. Vous vous sentez pas trop seul dans dans ce terrain, dans cet exercice-là? Je commence par toi, Aya. C'est vrai que dans mon travail, j'observe très concrètement comment les faits scientifiques vont être traduits ou parfois même neutralisés dans leur passage aux arènes parlementaires. Et donc on voit souvent un phénomène récurrent qui est celui de dire que l'hétérogénéité du savoir, certains vont caricaturer, je le dis, vont caricaturer, dire que oui, les scientifiques ne sont pas d'accord, il n'y a pas de base solide, et donc on ne va pas voter ce texte de loi. Et donc c'est précisément là que mon projet s'inscrit. Si vous voulez, je travaille avec un grand programme de recherche de l'Université de Bordeaux qui s'intitule IPORA, pour recherche interdisciplinaire orientée vers l'élaboration de politiques publiques en Afrique. Et un des objectifs, c'est justement d'identifier les obstacles et les biais qui vont permettre de réduire l'écart entre le traitement scientifique des phénomènes et leur traitement en tant que problème public. Donc on le voit aussi avec le GIEC, il ne suffit pas de produire des données solides sur le climat, il ne suffit pas de brandir des chiffres, de montrer de jolis graphiques pour que derrière il y ait pour que derrière les politiques s'emparent du problème. Je pense qu'il y a derrière toute une série d'enjeux, donc des enjeux de justice climatique, des enjeux de responsabilité, des enjeux de temporalité électorale aussi. Et donc, dans les débats que j'analyse, il y a vraiment un paradoxe fort qui est celui, on veut offrir une protection à ces personnes vulnérables, mais on craint en creux la submersion migratoire. Et donc, je pense que c'est ce paradoxe-là qui va vraiment venir... qui va vraiment rendre le débat très tendu. Donc je ne pense pas que je suis seule parce qu'il y a vraiment une communauté très active de chercheurs, de militants qui vont contribuer à faire émerger le sujet. Et puis je trouve que la recherche en elle-même est une forme d'engagement collectif parce que travailler sur les catégories, c'est aussi contribuer à faire émerger, à nuancer et surtout à approfondir la compréhension des processus qui vont permettre de créer des entités collectives. Quand tu dis entité collective, c'est le centre de recherche dans lequel tu es. Donc, les entités collectives, c'est quand on va donner une dénomination, quand on va catégoriser une population, on va aussi contribuer à la créer. Donc juridiquement, légalement, c'est qu'on va lui donner des droits, qu'on va lui donner des obligations, qu'on va lui donner des compensations aussi. Donc c'est ce que je voulais dire par des entités collectives. Toi, Guillaume? La solitude? Ouais. En France, oui. Enfin, dans le monde universitaire, on est parti de là, du monde de la recherche. Oui, mais parce que c'est un effet de construction, je ne juge personne. Mais dans le grand récit de la félicité urbaine de notre société, venir faire étude, le classement de Shanghai, c'est le classement des plus grandes métropoles du monde. Les universités, il y a une vieille idylle entre l'académias du XVIe siècle et les grandes villes qu'elles sont devenues. Donc la plupart, 90% des collègues qui travaillent sur le sujet sont des métropolitains qui apprécient malgré tout le fait de vivre dans les espaces métropolitains. Du coup, c'est pas de ce côté-là qu'on a les premiers alliés, soyons clairs. Les premiers alliés sont où? Plutôt des mondes universitaires étrangers, notamment des mondes anglo-saxons, pour des raisons épistémologiques. Si vous voulez, on en discutera, mais il y a un autre positionnement. Je ne dis pas qu'ils sont plus critiques, quoique par moment, mais néanmoins, il y a un autre rapport aussi à la commande de recherche, à la publication. Bref, il y a des modèles un peu différents. Mais alors plus près de nous, les alliés sont plutôt dans le renouvellement générationnel, ça indéniablement.
dans les mondes universitaires aussi, dans les mondes militants et dans les organisations. Voilà, les organisations sociales et citoyennes, on a créé un mouvement post-urbain qui réunit une vingtaine d'organisations. Dedans, quand vous avez la COP des Oasis, vous avez Terre de Liens, vous avez l'Atelier Paysan, vous avez le MRJC, vous avez Relier, vous avez tout un tas d'organisations qui, nationales ou régionales, sont déjà sur l'idée de l'anticipation, alors non pas d'un grand déménagement, mais d'un autre peuplement. Là sont les alliés, mais pas du côté des universitaires métropolitains. La très grande majorité, sans jugement, et parce que je le dis avec beaucoup d'amitié, sont encore dans cette idée qu'on pourrait de l'intérieur, malgré la grosseur, produire de la recherche qui permette de changer de direction sans modifier l'état métabolique et le franchissement de limites que nous avons néanmoins franchi depuis belle lurette. Voilà. Je suis désolé, peut-être, mais vous pouvez y aller, j'ai un gilet pare-balles, mais le tout bio, le tout éco, le tout vélo, les écoquartiers, les toitures végétalisées, ça ne changera rien. Voilà. Il faut être clair là-dessus, toutes les données sont claires. Et pendant qu'on fait des toitures végétalisées en ville, on est en train de mettre des panneaux photovoltaïques sur les terres agraires dans les ruralités. Imaginez le niveau d'inversion d'intelligence collective. On est en fait dans un non-dit, un ineffable, un indicible. On va devoir en découdre avec la civilisation urbaine et ça va commencer par les métropoles. Mais ce n'est pas du côté des collègues que je trouve beaucoup d'alliés objectifs, comme on disait à la grande époque. Vous pourrez ensuite poser vos questions, vos remarques. Je laisserai le temps parce que je sens que ça. Non, c'est on cherche. Non, on cherche pas d'épouvantail. Donc effectivement, Guillaume disait qu'à l'étranger, il y a des choses intéressantes à aller voir. Est-ce que du coup, il y a des pays exemplaires, il y a des mesures que toi t'aimerais mettre en avant par rapport à notre question? Je pose la question, Raya, excuse-moi. Non, je t'en prie. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as vues, que tu as étudiées, qui te paraissent intéressantes de relever et dont on pourrait s'inspirer, même si on n'aime pas trop s'inspirer parce qu'on est fiers, côté français? Effectivement, il y a des pays, donc je commence par ceux du Pacifique, les petites îles insulaires. On sait, selon les experts, que les îles Tuvalu vont disparaître d'ici 80 ans. Et donc, elles ont conclu un accord avec l'Australie pour accueillir 280 Tuvaluens par an. Et donc, ça montre qu'il y a quand même des possibilités de prévoir, d'anticiper le phénomène et de ne pas le traiter dans l'urgence. Donc, la personne qui est en charge, enfin les personnes qui sont en charge, anticipent à 80 ans. Non, l'accord conclu... Donc, dans l'accord, il y a le fait de, chaque année, accueillir 280 Tuvaluens par an. Oui. Donc, et ils sont en capacité de prévoir, parce que tu disais les 80 ans, c'est parce que dans 80 ans, ça va être totalement inondé. Donc, effectivement, on peut noter que ce gouvernement-là fait des prévisions et est capable d'anticiper. Ça, c'est très intéressant, pour le coup, ce que nous, on n'est pas vraiment capable de faire. Effectivement, et à part le sujet des déplacés climatiques, on parle vraiment d'un effondrement d'État par anticipation. Et donc, le cas Tuvalu a vraiment contribué même à médiatiser le phénomène. Et donc, il a vraiment permis beaucoup d'avancées, notamment ce modèle-là anticipatif. Donc, à côté de ces îles-là, il n'y a pas forcément un État, mais un arrêt du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a marqué un tournant en 2020 en statuant que les gouvernements devaient prendre en considération les violations des droits de l'homme causées par la crise climatique quand ils envisageaient d'expulser des demandeurs d'asile. Et donc ça, c'est vraiment un précédent juridique fort. À part ça, il y a par exemple le cas du Bangladesh qui est très vulnérable au changement climatique, on l'a dit, mais qui est considéré comme étant un champion de l'adaptation, notamment parce que dès les années 70, il a commencé à mettre en œuvre une gestion des risques qui était très développée pour les capacités du pays et qui s'est caractérisée par sa réactivité à adopter les mesures de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Et donc, il y a une thèse d'Alice Baya qui montre que, justement, le Bangladesh allait tirer parti de ce qu'elle appelle son weak power pour s'imposer comme un champion de l'adaptation dans les négociations internationales. Il y a aussi, je ne vais pas tout détailler, mais juste pour avoir conscience que ces initiatives existent. Il y a l'agenda, l'initiative Nansen, qui a été adoptée par 110 pays et qui est une approche globale des migrations liées au climat, qui a été adoptée par 110 pays.
Il y a aussi donc le pacte mondial pour les migrations adopté à Marrakech par 158 pays et qui reconnaît que le changement climatique est un facteur de déplacement forcé. Et donc il y a aussi d'autres initiatives comme les COP où ce sujet n'est pas forcément traité, il n'est pas forcément à l'ordre du jour, mais il va être effectivement évoqué dans les négociations. Et donc ça, c'est dû au fait que avant, la migration climatique était plus considérée comme un échec de l'adaptation plutôt que comme une stratégie d'adaptation positive. Et donc depuis la COP 27, on a eu une avancée majeure puisque les États ont reconnu la nécessité de financer ce qu'on appelle les pertes et dommages des États vulnérables au changement climatique, ce qui était une vieille revendication des pays du Sud. Ça, c'est très intéressant, ce que tu dis, que c'est pas un échec pour un pays. Ça veut dire quoi? De laisser partir des habitants? C'est pas du tout... C'est ça? Ça veut dire que depuis en fait, le cadre de Cancun sur l'adaptation en 2010, ce qu'on appelle la migration climatique est considérée comme une stratégie d'adaptation positive. Ça veut dire qu'à côté des autres mesures d'adaptation, par exemple le fait de vouloir diversifier l'économie, on a aussi la migration climatique, par exemple dans des régions rurales où on va chercher à fuir par exemple la saison sèche. Donc on va opter pour la migration qui va aussi constituer une stratégie d'adaptation et qui d'ailleurs n'est pas nouvelle si on regarde l'historique. Donc il y a plusieurs populations nomades qui pratiquaient déjà la transhumance pour s'adapter aux aléas climatiques. On a plein de récits de peuples vivant 10 000 ans, 15 000 ans avant Jésus-Christ qui adaptaient leur habitat par rapport aux saisons. Effectivement, c'est pas du tout... c'est nous qui sommes vraiment devenus sédentaires depuis quelques siècles, mais peu au vu de l'histoire de l'humanité. Mais effectivement, ça c'est très intéressant que les migrations climatiques deviennent une stratégie parmi d'autres. C'est le cas parce que nous, par exemple, en tout cas en France, en Europe, je sais pas, mais on n'est pas là. Pardon, je bégaye, mais ça m'attriste un peu. Même question, Guillaume, est-ce que toi, tu as relevé des choses sur les villes et les métropoles dans d'autres pays? Du coup, la question du surpeuplement des villes, en fait, c'est en train d'éclore de manière un peu décentrée, mais à plein d'endroits simultanément. Voilà. Vous avez un gouvernement danois, le Danemark, qui s'est engagé dans les années 70 à rééquilibrer le territoire sur la question démographique et du peuplement. Vous avez le gouvernement espagnol qui, en 2018 et 2019, s'est lancé dans un programme de repeuplement des campagnes. Mais c'est modeste, soyons clairs, c'est quelques centaines de millions d'euros. Vous le savez certainement aussi bien que moi, hein, le centre espagnol est beaucoup plus désertifié que notre centre, qui est chatoiement qualifié de diagonale du vide. Voilà. Pour ceux qui y habitent, c'est très fier. On a une légère fierté à utiliser ce type de terme. Je referme la parenthèse. L'INSEE utilise des termes par moments chatoyants, mais néanmoins. Donc, le gouvernement espagnol s'est lancé... C'est 500 € par couple? Ah non, c'est 5 000 €. 5 000 €? Oui, 5 000 €. Parce que 500, tu ne vas pas forcément... Oui, justement, voilà, mais 5 000 € par couple pour qu'ils aillent s'installer. C'est 5 000 € par couple pour aller s'installer. Okay. Et une aide à l'installation aussi. Ah, c'est là, les 5 € de la CAF, ils sont passés là. Exactement, tout à fait. Ok, pardon. Mais tu sais que du coup, en France, il y a un programme, dont personne n'a connaissance, qui est sur une base de volontariat pour les classes populaires de l'Île-de-France, qui en feraient la demande. C'est plafonné à 2000 personnes. Hein. Ce n'est pas à ce rythme-là qu'on va, grosso modo, décroître l'Île-de-France. Hein. Mais il y a un programme qui s'appelle Émile et qui aide les gens du premier décile, grosso modo, des habitants des HLM, qui souhaiteraient aller vivre dans une petite ville. Il y a un programme qui aide à ce déplacement-là. Donc c'est une aide pour passer le permis de conduire, c'est une aide pour trouver un emploi, parce que c'est bien d'avoir un logement dans une petite ville, mais c'est mieux d'y travailler. Voilà. 2000 personnes. 2019-2022, reconduit en 2023. Je vous dis, à ce rythme-là, en 2643, on aura peut-être envisagé que 500 000 personnes soient parties de l'Île-de-France. Je referme la parenthèse. Bon. Mais Tokyo paye des gens pour partir de l'agglomération. La Chine, Shanghai, Pékin a plafonné sa population à 23 et 25 millions. Ils y sont allés tranquillement. D'accord ? Bon. Voilà, l'idée de la taille limite est en train d'arriver. Mais soyons clairs, dans tous les cas, c'est une raison économique. C'est vraisemblablement pas une question écologique. Voilà.
Pour la Chine, c'est le fait qu'il y a de la déséconomie externe à tous et toutes être réunis au même endroit. Voilà. Pour le cas de Tokyo, c'est pour aller dans des villes qui sont juste de rang inférieur, qui sont elles-mêmes peuplées déjà de millions d'habitants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être abusé par la somme des expériences dont nous pourrions parler. Et c'est plutôt économique que réellement écologique. Non, mais le cas espagnol, par exemple. Oui, le cas espagnol, oui, mais parce que l'état de désertification centrale en Espagne est quand même assez dramatique. Voilà. Mais le cas espagnol reconduit est certainement le plus signifiant aujourd'hui, avec la Suède aussi, qui est en train de déménager des villes côtières de moins de 30 000 habitants, parce que soumises à la submersion marine à horizon de 20 à 30 ans. Donc, pour moi, Espagne et Suède sont deux cas qu'il faut suivre d'assez près. D'ailleurs, les collègues, on parlait des collègues étrangers, c'est de ces pays-là qu'on a aujourd'hui les papiers les plus intéressants, parce qu'en temps réel, ils suivent ces expériences-là. Ils peuvent les documenter. Et le retour sur expérience est très signifiant pour ceux qui tâteraient ou se tâteraient, tels les Français. Se tâteraient, c'est mieux. Ouais. Avant de passer à la dernière question avec toi, Guillaume, ce que je disais en propos introductif, le qui décide. Prenons un exemple, prenons l'exemple des Pyrénées-Orientales, qui effectivement, on n'est pas sur 2 ans de sécheresse, mais on est sur 5, 6, 7 ans. Il y a une politique de déménagement qui peut être prévue, anticipée, en tout cas qui peut être mise en place. Qui décide? Comment ça se passe? Est-ce que, avec tes travaux, tu as connaissance de schémas existants, de scénarios existants, ou il y a tout à inventer? Justement, dans ce phénomène-là, il reste très mal encadré et aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur unique ni de décision claire. En fait, on va avoir une décision qui va être fragmentée entre plusieurs acteurs, entre États, entre regroupements d'États, entre collectivités territoriales ou encore entre organisations chargées de la mobilité humaine comme le HCR ou l'OIM. Et donc la question qui décide... Que des acronymes qu'on connaît bien sûr toutes et tous. Donc le HCR, Haut Commissariat au Plan, et OIM, Organisation internationale de la mobilité. Et donc la question, elle renvoie en réalité à des choix politiques plus larges et à la manière dont on pense ces migrations. Est-ce qu'on les considère comme d'un risque à éviter ou comme de quelque chose, d'une réalité à anticiper? Est-ce qu'on imagine des protections locales, régionales ou internationales? Et surtout, à quel moment est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on agit maintenant? Est-ce qu'on anticipe? Ou est-ce qu'on agit dans l'urgence? Donc, je ne suis pas juriste, je ne vais pas m'aventurer dans ce terrain-là, mais effectivement, il y a plusieurs pistes de protection qui vont émerger. On va avoir, par exemple, des initiatives nationales où les États vont soit inclure cette question-là dans leur politique migratoire ou alors créer des politiques spécifiques pour la question. Il y a d'autres pays comme la Suède et la Finlande qui vont offrir des protections pour les victimes des catastrophes naturelles. On va aussi avoir des protections régionales ou bilatérales comme les exemples des petites îles insulaires que j'ai citées tout à l'heure, avec notamment les pays voisins comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi une piste qui a émergé, qui est celle d'une convention internationale donc, proposée par des juristes en Australie, où on a un cas en France qui a été proposé par des juristes dès 2005, donc par des juristes rattachés à l'Université de Limoges, et qui proposait par exemple de déclencher un mécanisme de protection par les États ou par les populations suite à une catastrophe. Et on va aussi avoir des cadres qui vont essayer de mêler plusieurs échelles, comme l'initiative Nansen dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi une piste qui serait celle de puiser dans les principes du droit, donc dans le droit de l'environnement ou le droit des déplacés internes. Mais effectivement, on a besoin de protection complémentaire pour combler ce vide juridique et ce vide dans le droit international. Oui, parce que là, avec ce que tu viens d'écrire là, on n'agit pas, on n'est pas capable d'anticiper et on n'est non plus pas capable d'agir en cas d'urgence. Ce qui se passe, surtout par exemple en France, c'est qu'on va avoir des réponses casuistiques. C'est-à-dire ? Casuistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de quelque chose de planifié, mais qu'on va réagir face à ce qui se passe. Je pense par exemple à la tempête Alex ou à la tempête Xynthia. En Charente, oui. Où plusieurs personnes ont dû être
évacués et donc leurs habitations détruites. On a eu des cas où les collectivités territoriales rachetaient ces maisons-là. Il y a eu un plan Barnier pour financer des relocalisations. Et il y a eu, par exemple, l'exemple que j'évoquais au tout début, l'exemple du village de Miquelon, donc au large du Canada. Et donc, les populations ont dû être réinstallées. Et donc, cette réinstallation, elle a été planifiée, elle ne s'est pas faite d'un coup, ça s'est fait par étapes. Donc, la première étape, ça a été quand l'ancien président François Hollande donc, a fait une visite d'État là-bas et il a proposé un plan de prévention des risques littoraux. Dans ce plan, il y avait l'interdiction de construire de nouvelles maisons là-bas, ce qui a entraîné une chute du prix de l'immobilier, ce qui a rendu furieux les habitants, comme vous l'imaginez bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ces personnes-là ne voulaient pas se déplacer. Et en 2018, il y a eu 2 tempêtes à 10 jours d'intervalle qui a forcément changé la donne. Et ces populations se sont finalement déplacées à 1,5 km de leur village d'origine et sont passées de 2 à 20 mètres au-dessus des mers. Là, ils ont été obligés de partir par la force des choses, effectivement. Et on sait s'il y a eu un accompagnement derrière, tu sais ça ou pas ou... Je ne connais pas les détails de ce cas-là, mais il y a une chercheuse qui s'est intéressée à la question, notamment aux perceptions de l'opinion face à ce déplacement-là. Donc, je n'ai plus le nom, mais c'est pas grave. C'était une question piège. Mais parce qu'on a vu les récupérations politiques après les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a eu, il y a eu beaucoup de mensonges. On a accusé notamment, on avait accusé les écolos. C'est pas pour défendre les écolos, c'est pas le lieu ce soir, mais on a beaucoup sorti. Il y a eu beaucoup de fake news de la part d'élus après les inondations. Donc les récupérations politiques, dans ces cas-là, peuvent être aussi assez importantes. Dernière question, Guillaume, et après on passe au vôtre. On l'a compris, tu appelles de tes vœux à une nouvelle organisation de la société, tout simplement, en tant que. Mais si tu devais donner quelques pistes sur cette nouvelle organisation de la société, on l'a compris que ce serait hors forte densité de population, mais à part ça, à quoi ça pourrait ressembler? Comme ça, en dernière question. Putain. Ouverture. Moi, non, j'ai pas d'idée très précise. Ce sont que des pistes que je livre à la sagacité collective. Mais en repartant du paramètre écologique, si on veut revenir en dessous des limites planétaires que nous avons allègrement franchies, si on veut décemment ralentir le dérèglement climatique et le réchauffement qui est en train de s'emballer, il va nous falloir, grosso modo, diviser par 4 à 6 nos empreintes écologiques. Ça veut dire, en termes de parité de pouvoir d'achat, vivre avec 6 fois moins que l'argent dont nous disposons aujourd'hui. Ça, c'est une moyenne, hein, parce que 6 fois moins pour... Exactement. Ouais. Mais néanmoins, l'idée serait que nous allons devoir, puisqu'il y a quand même un petit corollaire entre l'empreinte écologique et le niveau de richesse, que ce soit au niveau des États ou des ménages, il nous faudrait apprendre à vivre avec 600 €. Voilà. Et alors, on fait quoi? Eh bien, dans les villes, je vous souhaite bon courage. Du coup, divisé par 4 à 6, ça revient à quoi? Ça revient à ne pas utiliser la voiture plus de 2000 km annuellement. Ça revient à ne plus prendre l'avion, ça revient à être flexitarien et c'est une fois de la viande hebdomadaire et pas plus. Ça revient à chauffer à 18 degrés, ça revient à ne pas avoir plus de 14 mètres carrés par personne et par surface habitable. Voilà les données. Il ne faudrait pas tous y tendre au centimètre. Mais du coup, à la question où cette chose-là pourrait s'organiser, il n'y a pas d'autre solution que de repeupler, et encore le terme est exagéré puisque les campagnes sont peuplées, que de redistribuer la population à l'échelle hexagonale. Il y a des cartes intéressantes là-dessus sur la répartition de la population au 19e siècle, Ouais. et on voit effectivement une France qui est beaucoup plus équilibrée Exactement. qu'aujourd'hui, beaucoup plus dense un peu partout. Oui. Alors, le problème, quand et le on voit caractère aujourd'hui... crapuleux de ce type de carte, parce que des collègues, on en parlait tout à l'heure, je garde le nom pour moi, sincèrement, diffusent ce type de choses en disant, grosso modo, qu'auparavant c'était plus équilibré, mais que globalement, on vivait pas forcément mieux. Voilà, c'était 1872. Il y a un vieux fond idéologique derrière, vous voyez ce que je veux dire, qui est de dire,
on va devoir revenir en arrière. C'est-à-dire vivre comme on vivait dans le passé. Or, on peut très bien profiter de la modernité en vivant finalement mieux avec moins. C'est en ça que ces comparaisons me semblent signifiantes, mais jusqu'à un certain point, c'est qu'elles véhiculent une image qui est que nous défendrions le monde des Amish. Ça va bien 2 secondes, moi ça ne me dérange pas, hein, je vous le dis franchement, mais il ne s'agirait pas de faire un retour dans le passé, mais de faire un détour par l'histoire, ce qui n'est pas vraiment le même schéma. C'est autre chose. C'est autre chose. Du coup, ça voudrait dire quoi? Repeupler les campagnes ou peupler les campagnes, parce qu'elles sont déjà largement peuplées. Si vous voulez diviser par 4 à 6, c'est-à-dire avoir les coordonnées de mode de vie dont j'ai parlé, il n'y a qu'à Faucon, c'est compliqué, hein, d'accord? Il conviendrait de vivre dans un périmètre de l'ordre de 20 à 30 km maximum pour avoir des mobilités décarbonées, pour avoir un peu d'autosubsistance. Il va falloir arrêter avec la goyave, l'avocat et le café, voilà, des choses qui viennent de très très loin, mais en fait, ça va s'imposer, c'est ça le truc. Et du coup, je vois bien le débat qui est né sur est-ce que les débats parlementaires sont à la hauteur? Non, ils ne sont pas à la hauteur. Les élus ne sont pas à la hauteur, globalement. Mais ce n'est pas pour les brocarder ou les morigéner. C'est juste que, globalement, on n'est pas dans un entendement du monde qui s'est saisi. On est dans une maîtrise permanente et une rationalisation. On n'est pas du tout dans une anticipation du pire. Voilà. Si on anticipe le pire, ça permettrait éventuellement de se préparer décemment. Du coup, je termine sur cette géographie-là. 20-30 km, plutôt attaché à un écosystème, non pas unifié, une moyenne montagne, un fragment d'île, une vallée, voilà, sont indéniablement aujourd'hui des lieux qu'il faut se réapproprier ou s'approprier, malgré les tensions dont j'ai parlé entre les anciens et les néos, parce que ces lieux sont déjà peuplés. Soyons clairs, hein. Il va falloir en fait désurbaniser nos manières de faire pour réapprendre à vivre ou apprendre à vivre dans des endroits qui offrent la capacité, je vais lâcher le mot, à être autonome en fait. Voilà. Puisque rupture d'approvisionnement, puisque descente énergétique, puisque compression matérielle, il faut réapprendre à faire de sa main et répondre à quelques-uns de ses propres besoins. Ça veut donc dire autonome, que... pardon, je me permets de te couper, autonome pas au sens individuel du terme. Non. Alors, oui, une autonomie, voilà, une autonomie qui réinvente des solidarités, où effectivement on réapprend à vivre avec ses voisins parce qu'on devient interdépendant. Oui. Alors, oui. Mathieu, je vois bien le truc. Il va falloir apprendre à être non individualiste, mais à savoir individuellement pratiquer des choses pour pouvoir les échanger et faire commun. Mais ne mets pas les communs avant l'individu, parce que sinon, on va nous revendre le phénomène urbain. C'est comme ça que l'urbain est né à l'échelle de la société, en mettant la charrue avant les bœufs, passez-moi l'expression. Il va bien falloir à un moment donné qu'individuellement, nous sortions de l'univers très intellectualisant et tertiaire des mondes métropolitains pour avoir des activités qui, personnelles, aient un sens individuel et fassent commun en étant partagées et en étant complémentaires à l'échelle d'une communauté. Voilà. Et c'est pas, je vous dis, hein, la communauté des Amish, ce sont les communautés villageoises que l'on a connues il y a 30 ou 40 ans. En fait, si j'osais, mais je le reprends d'autres, donc je vais oser, il faut revenir à des modes de vie qui avaient la même pression écologique et le même niveau de richesse que ceux des années 60 et 70. Voilà. C'est à peu près à ce moment-là qu'il y avait un état d'équilibre et qu'on consommait annuellement une planète et guère plus. Bon. C'est avant la grande accélération dont parlent des historiens. Et de la métropolisation qui l'a accompagnée. Et du coup, je terminerai. Donc, 20 à 30 km, moyenne montagne, fragment d'île, un morceau de plateau, etc. Ça s'appelle des biorégions, mais certains parlent de biorégions à longueur de journée dans les mondes militants. Moi, je ne suis pas un féru. J'ai un peu écrit là-dessus, mais je suis revenu parce que je suis très lent. Voilà. En fait, en France, notre histoire rurale a des pays géographiques. Voilà. Il y a des institutions qui s'appellent des pôles, des PETR, donc des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. En fait, on a des institutions qui, à l'échelle hexagonale, des foyers ruraux. Ça vous dit quelque chose, cette chose-là? Vous avez aujourd'hui 1700 foyers ruraux qu'on a essayé de remplacer par des tiers-lieux de campagne, où on essaye d'amener la culture urbaine dans les ruralités. C'est plouc, c'est bouseux, c'est cutéreux. Il y a quelque chose qui, derrière, dans les politiques aujourd'hui d'État, vise à mettre de côté des cultures et des coutumes rurales, que je ne défends pas plus que ça, mais gardons à l'esprit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, subalternisés, ont de vrais savoir-faire et de vraies compétences dans les campagnes. Voilà. Des pays géographiques, des foyers ruraux, des parcs naturels. Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de dynamismes qui sont pris. En fait, il faut simplement sortir des jumelles métropolitaines
et se poser la question d'aller y habiter. Voilà, c'est juste ça, à mon avis, le pas, et qui est le plus compliqué à franchir. Mais globalement, toutes les ressources de vie y sont, les logements vacants y sont, les résidences secondaires y sont. Vous avez aujourd'hui plus de 3 millions de logements vacants dans les périphéries, vous avez plus de 3,5 millions de résidences secondaires. Bref, on a coulé suffisamment de béton. Aujourd'hui, il y a 37 millions de logements en France pour 67 millions d'habitants. Il y a largement de quoi loger pour peu qu'on ait l'intelligence de se repeupler. On n'a pas un problème de pénurie de logements, on a un problème de répartition de logements. Voilà. Cette géographie à bas bruit, elle est tout à fait envisageable. Et ce n'est pas les politiques, à mon avis, qui vont précipiter cette chose-là, c'est le paramètre écologique. Voilà. Quand ça va devenir véritablement invivable, les centres métropolitains, ça va s'accélérer. Les prévisions, on est à 100 000 par an, on devrait passer à 200 000 par an aux alentours de 2035 et monter à plus de 300 000 par an à peu près à 2050. De déplacer de villes vers les campagnes. Des grandes villes, des 10 premières grandes villes, le périurbain et surtout les campagnes. Voilà. C'est pour ça que la réponse, il y a des milieux favorables à ça, il y a des institutions qui peuvent exister, il y a des espaces de vie, il y a 3 à 5 000 lieux de l'alternative qui se sont ouverts sur les 10 dernières années dans les campagnes, voilà. Et je mets les tiers-lieux dedans, donc je veux pas, mais il y a des écolieux, des communautés dites intégrales, des coopératives intégrales, des communautés intentionnelles, il y a des enclaves décentralisées, il y a plein de choses. Quand je parlais de renouvellement générationnel, c'est là où le renouvellement générationnel s'opère. Il y a une féminisation des communautés aujourd'hui dans les ruralités, contrairement à ce qu'on dit allègrement en disant que les ruralités ne sont pas accueillantes pour les femmes, et ben c'est en train de s'équilibrer, ça l'a été, ça l'est moins aujourd'hui. Bref, je pense que c'est pas versé au débat et pourtant cette réalité est déjà en gestation. En tout cas, c'est versé ce soir. Merci à vous deux déjà. Avant de passer à vos questions, on peut les applaudir. Merci. Amélie va passer avec le micro pour vos questions, remarques par rapport à ce qui a été dit. Toujours la première qui est compliquée. Est-ce qu'il y a des questions? Allez. Ah. Merci. Mais déjà, ok. J'ai pris note en même temps. Vous avez beaucoup parlé du coup de l'attrait pour la campagne et des villes qui vont être fuies, notamment pour éviter tout ce qui est l'eau de chaleur. Mais on sait aussi que les maisons individuelles consomment plus d'énergie que les logements collectifs et que pour du coup respecter les 2 tonnes d'émissions de CO2 par habitant et par an, il faudrait qu'on habite tout dans des dortoirs. Et du coup, est-ce que finalement ces mouvements de population vers les campagnes ne risquent pas au contraire de créer d'autres enjeux et exacerber le réchauffement climatique ? Merci. C'est la fin, pardon, de la question. Pas que. Merci. C'est, comment dire, effectivement, c'est d'aller vite en besogne de dire que nous ne devrions pas changer en allant y habiter. C'est évident que si on y va, SUV, 5G, piscine chauffée, etc., ça n'a aucune utilité. Donc il ne s'agirait pas de tout urbaniser, parce que du coup, ça ne ferait qu'étendre le problème. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de vivre différemment, c'est-à-dire de ne pas réclamer son pavillon, mais d'aller repeupler des logements vacants qu'il faudrait bioclimatiquement réhabiliter, parce que de toute façon, l'énergie a déjà commencé à baisser et la compression matérielle ne permettra pas de continuer à ouvrir des zones résidentielles pavillonnaires et de lotir comme on l'a fait sur les 50 dernières années. Mais ma prime rénov', c'est fini. Comment ? Mais c'est en fait une communauté, c'est ça. C'est un masque des individus, alors des familles ou un collectif, décident de restaurer. Ils sont le nez dans le guidon 5 ans durant, ils ne voient pas à côté, donc c'est un peu problématique, ils ont du mal à s'insérer, mais ils font avancer leur projet. Donc oui, effectivement, il y a énormément de communs et de collectifs derrière cette chose-là, mais sur une base architecturale déjà présente. Il n'y a pas besoin de viabiliser et d'ouvrir des zones résidentielles telles qu'on l'a fait comme à la grandeur des années 80-90. Et je pense que ces 3 millions de logements vacants sont sous-estimés aussi. Oui, il y a d'autres recherches qui montent plus à 4-5 millions, effectivement. Parce que je crois que dans ces chiffres des 3 millions, et pardon, je passe à votre question après, il n'y a pas les logements de personnes décédées, ils ne sont pas concernés, et qui sont quand même habités, mais de manière, ou alors qui sont en vente en ce moment. Enfin, donc, effectivement, il y a de la place. Merci encore pour votre question. Bonsoir. Je vais essayer d'être pas trop biaisé au niveau de ma question et d'être assez clair. N'est-on pas face à une sorte de plafond de verre un peu politique en ce qui concerne toutes ces décisions qui doivent être prises de façon anticipée, voire même dans l'urgence, dans le sens où les politiques nationales, voire internationales, en
tout cas des pays occidentaux, sont très polarisés, notamment avec des représentants politiques qui sont plus, on va dire, représentants d'une classe un peu dominante et qui parlent plus de ses propres profits plutôt que celle de la population en général, et qui me font quand même un frein vers ce genre de politique-là de réurbanisation, enfin d'une réappropriation territoriale. Comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement face à, on va dire, à ce mur sur lequel on est confronté pour pouvoir faire bouger les choses, parce que rien qu'on voit que dans la dernière décennie, en tout cas au niveau national, on est face à une sorte de stagnation, voire même un recul par rapport à toutes ces décisions-là, par rapport aux effets qui ont été annoncés et par rapport aux urgences qui ont été évoquées par rapport au GIEC et même les solutions qui ont été apportées par rapport au GIEC. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de façon collective pour se battre contre ce mur-là? Vas-y, je t'en prie. Merci pour votre question. Merci. Effectivement, il y a ces éléments qu'on retrouve énormément dans les débats parlementaires. Tout à l'heure, je parlais de la responsabilité sociale des catastrophes. En fait, quand on va parler de réfugiés, le mot réfugié, il fait peur surtout aux députés d'extrême droite, parce que quand on dit réfugiés, et plus généralement aux pays industrialisés, parce que quand on dit réfugiés, on va admettre que ces pays industrialisés vont être responsables des émissions de gaz à effet de serre du fait de leur activité économique et de leur mode de vie. Et donc ça sous-tend une responsabilité et donc des financements, des dommages et intérêts à justement donner à ces pays les plus vulnérables. Il y a une étude qui est sortie dernièrement, qui date de 1 mois ou 2, qui montre que 70% de la prospérité des pays riches est due à la surexploitation des ressources climatiques mondiales. Elle montre aussi que la dette climatique de ces pays-là envers l'Afrique s'élève à 36 000 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et donc, je me souviens de François Gémen qui disait dans un plateau que le GIEC, c'était... François Gémen, juste, qui est un des rapporteurs du GIEC, oui. Et qui est assez connu maintenant. Oui, et qui travaille sur ces questions de migration climatique, effectivement. Et je me souviens d'une interview de lui qui disait que le GIEC s'était muni d'une personne chargée de communication. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, il ne suffit pas de chiffres, de rapports et de sciences solides pour que derrière, il y a quelque chose au niveau politique. Et donc ça montre bien qu'il faut inclure la société civile. Donc on voit de plus en plus des mouvements de la société civile. On voit ce qui est apparu dernièrement, c'est des procès climatiques. Donc des personnes qui vont saisir des instances judiciaires pour faire reconnaître ces droits-là. On voit la figure de victime climatique qui va émerger de plus en plus. Donc moi je pense que ce qu'il faut faire et qu'on voit aussi à travers les temporalités électorales et le fait que les députés vont dire des choses qui vont principalement être dirigées vers les électeurs. Donc ce qui me semble évident, c'est de plus faire participer cette société civile qui est plus de choses qui vont dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez des choses à... Une fraction, mais du coup, je suis entièrement d'accord sur l'idée que la société civile devrait fonctionner autrement. Moi, je crois qu'il va nous falloir sortir du cadre État pour revigorer et réempuissanter des affects, c'est-à-dire des individualités qui souffrent de se voir dépossédés d'une capacité d'action. Et du coup, quand je mets l'État, c'est pas pour simplement dire faisons-nous l'État, c'est pas du tout ça. C'est parce que peut-être que l'État n'est plus la bonne échelle au regard du tremblement écologique dans lequel on est rentré. L'État s'est constitué dans un état d'ébriété énergétique écologique. Il a constitué ses politiques à la fois d'implantation, d'activité, de redistribution au moment d'une énergie facile. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. L'État n'a plus les moyens
de tenir, de redistribuer. Et du coup, c'est pas pour moi le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça va dans le sens, moi, de ma filiation politique, qui est clairement anarcho-libertaire, je vous le dis franchement. Mais il y a, dans cette réalité-là, à réempuissanter des communautés de vie. Voilà. Il y a à relocaliser, et ce faisant, c'est peut-être la citoyenneté dont vous parliez, mais je ne crois pas aux conférences citoyennes ou aux conventions climat, je ne crois pas à la démocratie participative qui est une démocratie d'élevage, je ne crois pas à toutes ces choses-là. Enfin, je n'y crois plus, j'y ai cru, mais il y a un moment donné, je crois que les individus ne sont pas finalement les mieux soutenus par des institutions qui sont nées d'un autre temps, qui ont développé des politiques de développement et qu'il faudrait aujourd'hui, non pas démanteler, mais dépasser, enjamber. Et je crois que c'est autour du local et de la proximité qu'on pourrait faire autrement politique, notamment par la communauté. Deux choses aussi pour aller dans le sens de ce qui a été dit. On a beaucoup abordé ce sujet dans la conférence effectivement du mois dernier sur c'est quoi être radical en 2025. On a répondu, non, c'est pas vrai de dire qu'on aurait répondu à cette question parce qu'elle est gigantesque, mais on a répondu en partie à cette question. Deuxième chose, on avait invité un sociologue il y a quelques années qui s'appelle Vincent Tibéri, qui est prof à Sciences Po à Bordeaux aussi, et qui a écrit un bouquin qui est sorti aux presses universitaires de France l'année dernière, qui parle du mythe de la droitisation de la société française. Donc c'est un sociologue qui a agrégé tout un tas de recherches pour montrer que non, la majorité des Français n'est pas raciste, n'est pas contre la solidarité, n'est pas anti-écolo. Et que le retour de bâton actuel dont vous parliez là sur l'écologie, etc., c'est vrai, mais il est en partie vrai et il concerne une partie infime de la population. Et le troisième point, c'est qu'en ce moment, il y a le congrès des maires qui se tient à Saint-Rémy-de-Provence, des maires de petites et moyennes villes. Ils disent exactement ce que viennent dire Guillaume et Aya. Ils sont en opposition totale avec la politique du gouvernement, peu importe la couleur politique. Quand un maire s'est pris une inondation, qu'il soit de gauche ou de droite, il est face à une réalité. Donc il va agir en conséquence. Et les politiques actuelles du gouvernement, ces maires-là sont en totale opposition, même des maires qui sont du même bord politique. Donc effectivement, dans la société civile, je rajouterais aussi certains élus locaux qui n'ont pas le choix de faire le taf, en fait. Voilà. Ouais. Vous avez le micro ? Non ? Ah, pardon. Oui, il y avait une autre question, Amélie, à côté, pardon. Alors, ma question d'origine était est-ce que la solution ne serait pas un peu de remettre des services publics, y compris dans les petites villes, y compris dans les villages ? Vu la discussion d'avant, j'aurais tendance à dire que peut-être pas, puisque c'est une décision qui vient de l'État. Et je pense d'ailleurs à Vincent Tibéri qui disait qu'effectivement, la société ne se droitise pas dans son ensemble. En revanche, la partie qui se droitise, qui est une petite minorité, et la petite minorité qui possède les médias, le capital et le pouvoir politique. Et du coup, est-ce que finalement la solution ne serait pas d'aller, alors sans aller jusqu'à complètement faire sécession, mais d'aller reprendre possession de lieux de vie collectifs par la société civile ? Avec, pardon, je me permets juste, la politologue Réjeanne Sénac, qui était à votre place le mois dernier, pointait quand même la limite de ne pas aller aux élections. Elle avait fait son terrain là-dessus, et effectivement, son terrain date de 2020, et elle questionnait le fait de faire sécession. On n'a pas de réponse, il faut tout, bien sûr, comme dans toute lutte et tout combat. Mais de faire sécession, elle se posait la question de l'efficacité pour le passage à l'échelle. C'est une politologue. Okay. Je t'ai pas donné la parole, Guillaume. Okay. Non, attends, ça tourne en rond. Ok, mais moi je suis entièrement d'accord. Après, on n'a pas expérimenté la sécession. La sécession fait très peur. Moi, je remarque juste que dans des mesures que vous n'avez pas vues arriver, mais parce qu'en fait, elles n'ont pas fait les gros titres, il y a beaucoup de mesures gouvernementales qui visent très directement à lutter contre l'autonomisation des ménages. Voilà. Et ça, et je vous dis, c'est de la réserve d'eau jusqu'à l'abri de jardin que vous pouvez convertir en logement, c'est de l'habitat léger et mobile qui est interdit, jusqu'à d'autres choses. En fait, le RSA qui, on le sait, permet à certains
de mener des activités sans pour autant être des spoliateurs en herbe des ressources d'État. En fait, vous avez beaucoup d'arbitrages récents sur les 5 dernières années qui traduisent bien le fait que non pas la sécession est annoncée et que la dissidence est partagée, mais qu'il y a quelque chose qui effectivement traverse les sociétés. C'est-à-dire un désordre ambiant, quelque chose qui revisite ce que l'on croyait pour toute éternité installé, qui est un ordre d'État qui fait union et qui crée une communauté. Voilà. Ça ne l'est plus parce qu'on a des politiques qui n'incarnent pas ce que l'État a pu représenter, dans sa providence notamment. On ne va pas faire le procès, de toute façon, ce n'est pas le débat. Mais on a surtout des organisations institutionnelles qui sont aujourd'hui verticales, très rationnelles, très techniques, et qui ne sont pas au plus près des besoins de la proximité. Donc moi, je serais d'avis de ne pas parler nécessairement de sécession, mais d'autonomisation. Voilà. Sur les habitats légers, effectivement, c'est un point intéressant. C'est comment accueillir facilement. C'est les habitats légers. Donc, ouais. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, ou vous êtes aussi affamés que moi? Non, je ne dis pas. Allez-y. Attendez, il y a Amélie qui va. Comme ça, tout le monde peut vous entendre. Par rapport à tous les problèmes qui se passent, il y a quand même une chose dont on parle depuis toujours et qu'on continue à délivrer, c'est les permis de construire dans des endroits où c'est totalement interdit. Et alors, est-ce qu'on va arriver un jour déjà à franchir cette étape-là? Tu as des remontées, toi, avant que Guillaume vocifère? Tu as des remontées, toi, Aya, sur le sujet Pas du tout. Pas du tout? Bon, bah, vas-y, vocifère, je t'en prie. Vas-y. Non, c'est pas tant l'outil permis qui... si, il est à bien évidemment questionner, mais c'est plutôt ce qui a conduit à sa création et la manière dont politiquement il est utilisé. Des permis ont été octroyés dans des endroits qui, en théorie, ne le permettaient pas ou n'auraient pas dû le tolérer, parce qu'il y a une rivalité territoriale et parce qu'on a tout un régime fiscal des territoires qui est assis sur le nombre d'habitants, parce qu'on a une logique de développement, parce qu'il faut toujours plus couler du béton, grossir et grandir. Voilà, en fait, c'est l'arrière-plan idéologique du permis de construire qu'il nous faut d'abord, à mon avis, interroger, plutôt que l'outil. Mais on trouvera toujours des élus qui, pour certains, sont responsables et d'autres ne le sont pas du tout. Voilà. Je serais d'avis que les élus puissent continuer à assumer une responsabilité, mais pour le coup, dans un cadre territorial. Je ne suis pas fanat des intercommunalités, mais en tout cas un peu collectif. C'est pour ça que je parlais de pays géographiques, c'est pour ça que je parlais de biorégions. Mais on pourrait trouver des compensateurs, des mutualisations qui éviteraient à certains d'être soumis à ce régime-là de croissance et de développement, et donc d'octroyer, alors qu'en théorie, le droit leur permet, mais environnementalement, écologiquement, c'est un pari sur l'avenir qu'on ne devrait plus prendre. Ça permettrait, à mon avis, aussi de ne pas laisser les élus seuls face à la situation écologique d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas l'outil juridique, c'est l'idéologie qui se trame derrière qui, à mon avis, est à re-questionner. D'accord avec certaines choses, mais moi, je suis en train de penser à des générations qui arrivent là. Est-ce qu'il ne va pas se passer une grosse catastrophe? Parce qu'on fait la guerre quand même, on pollue encore plus en faisant la guerre. On n'en parle pas à ce qui vient de se passer dans le monde ces derniers temps. Pas facile, hein, je ne sais pas comment on va y arriver. Oui, mais si je peux me permettre une fraction de seconde, parce que je bouffe la parole, mais je vais me taire, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a, en fait, c'est ça que je trouve... la majorité des populations occidentales ont indéniablement un appétit écologique, une appétence écologique. C'est montré. La majorité des populations, y compris là, dans des zones intermédiaires, ce ne sont pas simplement les populations occidentales, ont un désir de campagne, un désir d'autonomie. En fait, on a des opinions publiques qui ont déjà intériorisé le tremblement écologique. On a un problème avec les structures d'ordre juridico-technique et politique qui sont anachroniques, en fait. Voilà, qui appartiennent à un temps qui n'est plus adapté à l'adaptation. Et c'est là où, pour moi, on a une croisée des chemins. Soit on en découd avec cet ordre juridico-technique, soit alors on fait à côté.
Et ben, ce qui est en train d'arriver, c'est que beaucoup dans la jeunesse, qui n'est pas si naïve et perdue qu'on le dit habituellement, et ben, beaucoup décident de faire un pas de côté, de se décentrer. Pour moi, en fait, j'y vois beaucoup d'espoir, bien plus que ce qu'on le dit, à condition qu'on prenne au mot les opinions qui ont déjà évolué lorsque les cadres mentaux des élus tournent en rond avec 2-3 recettes un peu éculées. Et je suis d'une famille d'élus, je vous dis franchement. Mon père était élu, etc. Mon grand-père était élu. Donc, vraiment, je ne suis pas en train de m'acheter une bonne conscience comme ça. Donc j'ai un peu l'expérience de ça. Vraiment, je ne juge pas. Je dis juste qu'on est aujourd'hui arrivé à un moment où, effectivement, exercer un mandat, c'est assez compliqué. Avoir une vocation autour de ça, ça ne se transmet pas de génération en génération. Et que c'est peut-être par d'autres formes d'engagement, d'autres types de mise en politique qu'on pourrait peut-être arriver à faire évoluer les choses. Merci. Merci beaucoup. On se laisse la pause estivale. On va se réfugier dans les forêts, dans les campagnes. On se retrouve le 16 octobre prochain pour parler de la course à l'espace. Je regarde là-bas parce qu'il y a le titre. L'espace en haut. En haut, voilà. C'est en lien avec l'expo Lune qui aura lieu à Cap-Science à ce moment-là. Donc, course à l'espace, est-ce si cool que ça? On va notamment interroger l'histoire de la conquête spatiale et on va parler nazis, URSS, tout ça, ça va être assez réjouissant. Donc le 16 octobre, est-ce si cool que ça? Et en attendant, parler des nazis et de l'espace, la terrasse est ouverte, les intervenants et intervenantes restent. Si vous avez encore des questions, le bar reste ouvert. Et on vous souhaite à tous et à toutes un bel été. Merci encore d'avoir été là. Merci.